Quand un homme travaille 60 heures par semaine pour garder un toit au-dessus de la tête de sa famille, il n'imagine jamais qu'il finance en réalité les vacances de sa femme avec son amant. Moi, je l'ai découvert depuis un lit d'hôpital. Pas par un message, pas par un soupçon, mais à travers une émission de voyage diffusée sur la télévision de ma chambre. Ma femme, Camille, portait une robe de soie jaune, riait aux éclats, la main serrée autour de celle de Charles Montreuil. Ce même arrogant qui avait déjà qualifié mon métier de travail pour les hommes sans ambition. Elle m'avait dit qu'elle devait travailler tard ce soir-là. À l'écran, je la voyais savourer une coupe de champagne, la brise méditerranéenne dans ses cheveux. Une part de moi voulait briser la télévision. L'autre commençait déjà à planifier, car la véritable douleur n'était pas seulement la trahison. C'était de savoir que j'avais tout payé. Chaque luxe, chaque sourire, chaque foutu mensonge. Et quand un homme honnête se tait trop longtemps, il ne crie pas, il frappe. Si vous avez déjà été celui qui paye les factures, suit les règles et se fait tout de même tromper, restez. Cette histoire est pour vous. Je ne me souviens pas de ma chute. Juste un éclair de néon, quelqu'un criant mon prénom, puis le néant. La seconde suivante, je me réveillais dans la chambre la plus blanche que j'ai jamais vue. Hôpital Saint-Louis, Paris. Un lieu stérile, sans âme, où le temps s'arrête et où chaque bip vous rappelle que vous êtes devenu un problème à réparer. L'infirmière, Camille, m'appelait « mon chéri », comme si j'étais son oncle perdu. « Vous savez où vous êtes ?» demanda-t-elle avec ce sourire que les infirmières apprennent devant un miroir. « À l'hôpital », murmurai-je, la gorge sèche comme du papier de verre. On m'expliqua que c'était le stress, l'épuisement, la déshydratation, des semaines de 60 heures, sans pause, fast-food et caféine. Mon corps avait sifflé un temps mort quand mon esprit refusait de le faire. Et le pire, c'est que je n'étais pas surpris. Au fond de moi, je savais depuis longtemps que quelque chose clochait. Mais pas de cette façon. Ils appellèrent ça un effondrement nerveux dû au stress. Pas une crise cardiaque, pas un AVC, juste un système complet qui s'écroule. Ce qu'ils ne disaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas dire, c'est ceci. On ne finit pas dans un lit d'hôpital sans que quelque chose n'ait été brisé depuis bien longtemps. Je carburais aux vapeurs, accumulant les heures supplémentaires chez Transports Européens, rentrant éreinté, répondant aux mails à minuit, mangeant des restes debout devant le frigo. Tout ça pour maintenir les lumières allumées, pour que Camille ait des options, pour que l'hypothèque, ses cartes de crédit, ses dîners familiaux, son train de vie ne s'arrête jamais. Je me répétais toujours, « Tiens encore un peu, ce n'est qu'une mauvaise passe, ça ira mieux. » Mais ça n'allait jamais mieux. Pendant que je survivais, quelqu'un d'autre prospérait. J'ai longtemps cru que la constance était une vertu. Se présenter chaque jour sans faillir, ça faisait de vous quelqu'un de fiable, de précieux. Camille me l'avait dit un jour, « Tu n'es pas comme les autres. Toi, tu as la tête sur les épaules. » Mais ce que personne ne dit, c'est que pour certains, la stabilité n'a rien d'attirant. C'est prévisible, ennuyant. Pendant que je calculais le budget des courses et que je surveillais les taux d'intérêt, elle achetait des chaussures à 800 € en solde en appelant ça du self-care. Pendant que je sautais mon déjeuner pour préparer des dossiers clients, elle réseautait au champagne sans fin avec ses sœurs, Vanessa et Brigitte, des femmes qui riaient des bons de réduction et appelaient en des hommes comme moi, j'ai simple, comme si c'était une insulte. Et moi, je jouais le jeu. Parce que c'est ce que font les maris, non? On se montre, on subvient aux besoins, on ne se plaint pas. Même quand les blagues aux brunchs familiaux vous coupent comme des couteaux. Même quand vous réalisez que vous êtes le seul à ne pas rire. Un jour, Vanessa me demanda ce que je faisais toute la journée. « Tu déplaces des cartons ?» lança-t-elle avec un sourire en coin. Je répondis calmement. « Logistique de la chaîne d'approvisionnement. » Elle me regarda comme si je parlais chinois. « Ah, un travail stable. » Ce mot encore. Stable, prononcé comme une insulte. Leur monde, c'était des brunchs Instagram, des marques de luxe, des projets entrepreneuriaux qui ne rapportaient jamais rien mais coûtaient toujours une fortune. Le mien, c'était des tableurs, des marges, des délais de fret, un travail réel. Terne peut-être, mais un travail qui payait leur coupe de champagne. Camille disait que je ne comprenais pas sa famille. Elle avait raison. Je ne comprenais pas comment on pouvait dépenser plus qu'on ne gagne et se croire supérieur. Mais je laissais couler, pensant que l'amour signifiait compromis. Qu'à force de donner, peut-être finirait-il par voir ma valeur. Ils ne l'ont jamais vu. Et avec le recul,
peut-être n'en ont-ils jamais eu l'intention. Charles Montreuil, cheveux gominés, sourire de politicien. Le même type qui m'avait déjà dit un jour « Certains travaillent, d'autres bâtissent de la richesse ». Sa main reposait sur le bas du dos de Camille. Son sourire, celui que j'avais autrefois, lui appartenait désormais. Et derrière eux, Vanessa et Brigitte, lunettes de soleil assorties, maillots de bain de créateur, toutes trinquant comme si elles venaient de gagner au loto. Sauf que le billet, c'était moi qui l'avais payé. J'eus l'impression que l'univers m'assénait un coup de poing dans la poitrine. Pendant un instant, je crus halluciner. Les antidouleurs, le stress, la fièvre. Mais non, c'était bien réel. Le paquebot, le décor, la date, la robe, tout correspondait. Camille, ma femme depuis 7 ans, n'était pas simplement en vacances. Elle jouait dans une publicité pour une vie que je n'avais jamais connue. Et c'était moi qui réglais la note. Mon téléphone vibra. Une alerte bancaire. Croisière Méditerranée, 9 42 60 € approuvés. La carte de Camille. Techniquement notre carte, mais qu'elle n'utilisait que pour les urgences. Apparemment, boire du rosé avec son amant comptait comme une urgence. Je fixais l'écran, cette femme que je croyais connaître, et je pris une décision. Je ne l'ai pas appelée immédiatement. J'ai préféré rester immobile, laisser le silence retomber sur moi comme de la poussière. Ce n'était pas la rage que je ressentais, pas encore. C'était plus froid, plus tranchant, la clarté, les mensonges, les appels manqués, les dîners d'affaires inventés. Ce n'était pas du hasard, c'était un schéma. Et cette croisière, ce n'était pas le début, c'était de la célébration. Elle était déjà partie depuis longtemps. J'avais simplement été trop aveugle pour le voir. Maintenant, je voyais. Je pris mon téléphone, composai son numéro d'une main à peine tremblante. Elle répondit à la deuxième sonnerie. « Salut mon chéri, tu te sens mieux ?» dit-elle d'un ton léger. Je regardais encore l'écran. Elle souriait, toujours devant de la caméra, toujours en train de mentir. « Où es-tu » demandai-je. « Au travail » répondit-elle sans hésiter. Je souris. « Profite bien » murmurai-je avant de raccrocher. Ce fut le moment où tout changea. Pas de cris, pas de confrontation, juste une ligne tracée dans le sable. Camille n'envoya même pas de message ensuite. Elle devait penser que j'étais encore sous sédatif, encore inconscient, encore docile. Elle se trompait, car en moi, quelque chose venait de basculer. J'avais passé des années à être l'homme fiable, celui qui répare les fuites, qui paye les impôts en avance, qui fait le plein sans qu'on le demande. Et j'avais été échangé contre un bronzage et un sourire. Mais désormais, je n'allais plus rien réparer. J'allais regarder tout brûler. Nous nous étions rencontrés en octobre, un de ces soirs d'automne doré où tout paraît cinématographique. Camille travaillait dans l'événementiel, toujours élégante, toujours pressée. Moi, j'étais l'homme de l'ombre, stable, le logisticien. Elle disait que c'était ce qu'elle aimait chez moi. Tu es calme, les autres sont du drame. Toi, tu es la gravité. À l'époque, je la croyais. Nos rendez-vous semblaient de petits miracles, des tacos nocturnes, des rires sous des guirlandes lumineuses. Ce premier Noël, elle m'avait offert des boutons de manchette gravés à mes initiales. Elle disait que j'étais le premier homme qui la faisait se sentir en sécurité. Mais la sécurité, j'ai appris que c'est une monnaie temporaire. On ne reste pas pour la sécurité, on reste pour l'excitation. Et quand elle disparaît, les gens disparaissent aussi. Au début, tout était facile. Pas de dispute. On finissait les phrases l'un de l'autre. Même le silence paraissait romantique. Je n'ai pas remarqué le changement tout de suite. C'était subtil. Elle a cessé de rire à mes blagues idiotes. Elle a commencé à me corriger devant ses amis. Elle m'introduisait comme mon mari, Étienne, comme un titre, pas comme une personne. J'ai laissé passer. Nous étions occupés, elle stressée, moi épuisé. C'est ça le mariage, non? Des hauts et des bas. Mais ensuite vinrent les remarques. Ce canapé fait vieux jeu, peut-être quelque chose de plus moderne. Ou encore, tu portes toujours cette chemise? Pire, tu as de la chance que je comprenne ton humour. La plupart des gens ne comprendraient pas. Pas méchant, pas directement, juste assez pour me rapetisser. Cela empira après notre installation à Neuilly-sur-Seine, dans le quartier de sa famille. Là où les joggers portaient des Rolex et où les chiens avaient leur propre compte Instagram. Soudain, tout devint comparaison. Pourquoi ne passons-nous pas des week-ends à Deauville comme Brigitte? Ou encore, Vanessa dit que Charles vient de conclure un deal à 3 millions. Tu imagines? Moi, je ne pouvais pas, parce que je travaillais le week-end pour respecter mes délais.
Elle ne demandait plus comment s'était passée ma journée. Elle demandait quand j'allais être promu. Elle appelait ma berline mignonne. Elle parlait de vision boards et de level up. Je rentrais chez moi pour retrouver une partenaire. Je trouvais un patron déçu. Avec le recul, ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas les disputes. Nous n'en avions pas. C'est le vide. Cet espace immense entre nos mots, entre nos dîners, entre nos regards qui autrefois s'attardaient et qui désormais glissaient comme entre étrangers. Elle se mit à dormir avec son téléphone sous l'oreiller. Des mails de travail, disait-elle. Elle prenait des douches plus longues, rentrait plus tard, sentait un parfum que je n'avais pas acheté. Une fois, je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a souri. Bien sûr, tu t'inquiètes trop. Mais ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de l'instinct. Quelque chose en moi hurlait déjà. Je n'ai pas voulu l'écouter. Pas encore. Qu'aurais-je pu dire? Tu me manques. Je me sens invisible. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la peur. La peur de briser quelque chose qui était déjà fêlé. Il y avait une photo, une seule, rangée dans un tiroir à côté de ma vieille montre. Camille, en sweat à capuche, sans maquillage, tenant ma tasse de café un dimanche matin d'autrefois. Ses yeux me regardaient comme si j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Aujourd'hui, elle ne me regardait presque plus du tout. On dit que l'amour meurt lentement, mais c'est faux. Il meurt en instant. Quand quelqu'un oublie ton anniversaire, quand il lève les yeux au ciel au lieu de rire, quand il regarde son téléphone au lieu de toi. Et le pire, c'est que tu te souviens encore de ce que c'était d'avant. Ce n'est pas la trahison qui te tue, c'est le contraste. J'ai commencé à trouver des reçus, pas pour des croisières ni des bijoux, mais pour des déjeuners, des verres, des courses en VTC à des adresses que je ne connaissais pas. Reçu Uber à 1h42 du matin, elle disait qu'elle avait dormi chez Brigitte. Mais quand je l'ai demandé à Brigitte, en passant, elle a hésité. Oui, je crois. Laisse-moi vérifier. Je n'ai pas insisté. Je n'étais pas prêt. Car demander la vérité, c'est accepter de vivre avec. Et moi, je n'étais pas prêt. Pas encore. Je croyais toujours que ce n'était qu'une mauvaise passe. Je pensais encore pouvoir réparer. Je me trompais. Je me souviens d'une nuit où elle est rentrée éméchée. Elle disait avoir passé la soirée avec les filles. Son parfum m'a frappé avant elle. Sucré, cher, pas le sien. Je lui ai demandé de quoi elles avaient parlé. Elle a haussé les épaules. Rien d'important. Tu ne comprendrais pas. Elle m'a embrassé sur la joue et a filé sous la douche. Elle n'a pas remarqué que je n'avais pas mangé. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais encore en tenue de travail. Elle se fichait que j'ai été éveillé 18 heures d'affilée. Je suis resté seul à la table du dîner, face à son assiette intacte. Et je me suis senti comme un fantôme dans ma propre maison, invisible, remplaçable, comme si j'avais déjà été rayé de son histoire, mais sans que personne ne me le dise. Nous avions cessé de nous toucher. Plus de baisers du soir, plus de mains sur mon épaule quand je rentrais, plus d'intimité, juste une routine. Deux personnes partageant un espace comme des colocataires ou des inconnus dans le même hall d'aéroport. Elle avait cessé de porter son alliance. Elle disait qu'elle lui serrait, qu'elle faisait plus de sport. J'ai voulu la croire. Mais la bague n'était pas serrée. C'était symbolique. Elle se détachait de moi et une excuse à la fois. Et moi, je la laissais faire. Parce que le déni est addictif. C'est plus facile que la confrontation. Ça te permet de prétendre que les choses sont réparables jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Un matin, je me suis réveillé avant elle. Elle dormait, tournée de l'autre côté, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Je l'ai regardée respirer. Pas d'un regard amoureux, mais froid, clinique. Comme si j'essayais de me souvenir de ce que cela faisait de l'aimer. Il fut un temps où me réveiller à ses côtés était le plus beau moment de ma journée. Maintenant, c'était comme ouvrir une boîte aux lettres vides. Je me suis levé, j'ai préparé un café et je me suis assis seul sur le balcon en regardant le soleil se lever. Et j'ai compris quelque chose. Elle n'avait pas changé du jour au lendemain. C'est moi qui venais enfin de le remarquer. Je n'ai jamais trouvé ma place dans la famille de Camille. Dès le premier jour, ils m'ont regardé comme si je m'étais trompé de route en entrant dans leur monde de club privé. Son père, Laurent, m'avait serré la main comme un linge mouillé. Sa mère, Martine, souriait sans ses yeux. Il disait toutes les bonnes phrases. Enchanté, c'est un plaisir. Vous avez un travail si stable. Mais la façon dont il prononçait stable, c'était un code pour inférieur. Eux parlaient de bourse, d'école privée, de galas caritatifs. Moi, je parlais de chaînes de transport, de retard portuaire.
Ils ne riaient pas de mes blagues, ils riaient de moi. Mais je restais silencieux parce que Camille disait qu'ils finiraient par m'accepter. Parce que je pensais que l'amour suffisait, mais il ne suffisait pas. Le premier Noël que j'ai passé avec eux, j'avais apporté une bouteille de vin. Laurent, le père de Camille, regarda l'étiquette, arqua un sourcil et dit « Ah, un Bordeaux de supermarché, choix audacieux. » Je souris. Eux non. Le dîner ressemblait à un entretien pour un poste auquel je n'étais pas qualifié. Ils posaient des questions qui n'en étaient pas vraiment. Vous n'avez jamais pensé à reprendre vos études? Quel est votre plan sur 5 ans? Avez-vous envisagé l'immobilier? Pendant ce temps, Charles Montreuil était déjà assis à la table, le mentor d'affaires de Vanessa. Des dents parfaites, un bronzage artificiel et un talent pour transformer chaque phrase en conférence TED. Tout le monde pendait à ses lèvres, même Camille. Je la regardais hocher la tête comme s'il était un prophète. Elle ne m'avait jamais regardé ainsi. Après le dîner, Martine, la mère de Camille, l'attira à l'écart. Elles parlèrent à voix basse. Je n'étais pas censé entendre, mais une phrase me parvint. « Il est gentil, mais est-ce que ça suffit? » Camille ne répondit pas. Elle but une gorgée de vin et détourna les yeux. Ça aurait dû être mon signal, mais j'ai balayé ça d'un revers de pensée. Je me suis dit qu'ils étaient simplement protecteurs, qu'ils ne me connaissaient pas encore. Mais la vérité, c'est qu'ils ne voulaient pas me connaître. Pour eux, j'étais l'homme qui se garait dehors, pas le voiturier. Celui qui demandait son chemin au lieu de posséder la carte. Je n'étais pas des leurs, et au fond, ils ont toujours veillé à ce que je ne l'oublie pas. Camille commença à changer après ça, subtilement d'abord. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais de mon travail. Elle plaisantait sur le fait que je portais toujours les mêmes 3 chemises. Ses amis me surnommèrent « Monsieur Tableur ». Au début, j'ai ri avec elle, mais les blagues cessent d'être drôles quand elle laisse des bleus. Je me souviens de lui avoir demandé un jour « Est-ce que je t'embarrasse ?» Elle cligna des yeux, surprise, puis éclata de rire. « Mais non, ne sois pas si sensible. » Mais je l'étais, pas parce que j'étais faible, parce que je le sentais. Cette lente érosion du respect, un rictus à la fois. Les brunchs du dimanche étaient devenus des spectacles. Tout le monde s'habillait comme pour la Fashion Week. J'arrivais en chemise et en jeans propres, et je paraissais encore sous-habillé. Ils sirotaient des coupes de champagne, citaient des palaces. Moi, je vérifiais mes mails sous la table, essayant de jongler avec des livraisons de dernière minute. Un jour, Vanessa me demanda « Étienne, tu prends parfois des vacances? » Je souris. Quelqu'un doit bien faire tourner la machine. Elle rit. « Oh, c'est mignon, mignon. » Le mot m'a giflé. Charles intervint aussitôt. « Voilà pourquoi nous travaillons plus intelligemment, pas plus dur, n'est-ce pas? » Tout le monde rit, sauf moi. Ils ne l'ont jamais dit camillement, mais dans leur histoire, j'étais toujours l'aide, le fiable, le mulet. Ils aimaient m'avoir dans les parages parce que je faisais paraître Camille équilibrée, comme si elle avait trouvé son encre. Pendant ce temps, c'était moi qui réglais l'addition à chaque dîner de groupe. Camille disait toujours « On partagera plus tard », mais ce plus tard n'arrivait jamais. Aux soirées, je tenais les sacs, je prenais les photos, je proposais de conduire quand ils avaient trop bu. Une fois, j'ai entendu Brigitte dire à quelqu'un « Il est comme un golden retriever, fidèle, doux, toujours là. » Ils ont ri, moi aussi, mais à l'intérieur, je mourais. Même notre maison n'était plus la mienne. Camille la redécorait sans me demander. Elle avait remplacé le canapé que j'avais choisi par une pièce design à 6 000 €. Elle avait repeint mon bureau en ton pastel. Elle disait qu'elle en avait besoin pour créer du contenu. Elle avait tout un tableau Pinterest appelé Elevated Living. Apparemment, je n'en faisais pas partie. J'ai essayé de protester une fois. On pourrait au moins se mettre d'accord avant de changer les choses? Elle m'a regardé comme si j'avais frappé son chien. Ce n'est qu'un canapé, Étienne, ne sois pas si dramatique. Mais ce n'était pas à propos du canapé. C'était à propos de l'espace, du respect, d'être vu. Et je ne l'étais pas. Il m'aimait surtout quand je me taisais, quand je hochais la tête, que je payais, que je conduisais, que je souriais, quand je jouais mon rôle et restais dans ma boîte. Mais au moment où j'exprimais la moindre frustration, j'étais soudain tendu. Celui qui gâchait l'ambiance. Camille soupirait. « Pourquoi tu ne peux pas simplement t'amuser? » Parce que je ne m'amusais pas. Je survivais à vue, me noyant dans une pièce pleine de gens qui sirotaient du champagne. Et le pire, c'est qu'ils pensaient que j'avais de la chance d'être là, parmi eux. Comme si la simple proximité avec leur monde était un cadeau.
Ce n'en était pas un. C'était une laisse. Parfois, je me demandais ce que Camille racontait sur moi. Disait-elle que j'étais ennuyeux? Se moquait-elle de mes habitudes de préparation de repas? Raillait-elle mes chaussures de sécurité? Une nuit, je l'ai entendu au téléphone avec Vanessa. Enfin, je l'aime, mais il est tellement routinier. Routinier, la même routine qui payait notre prêt immobilier, qui lui achetait ses bijoux, qui couvrait les pertes de l'entreprise de sa sœur. J'ai eu envie de faire irruption dans la pièce, de lui demander ce qu'elle voulait dire, de savoir si je n'étais qu'un plan B. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. Pour eux, je n'étais pas un mari. J'étais un meuble, utile, solide, remplaçable. L'homme qui facilitait leur vie, mais qui ne l'éclairait jamais, qui ne l'animait jamais. Pour eux, je n'étais pas un partenaire. J'étais de l'infrastructure, les fondations sous leur comptoir en marbre et leur tapis de créateur. Et l'ironie, c'est que je travaillais plus dur que tous réunis. Mais eux, ils mesuraient la valeur par l'apparat, le bruit, les légendes bien soignées sur Instagram et les fêtes sur yacht. Moi, je la mesurais en constance, en présence, en loyauté. Et dans ce monde-là, la loyauté était démodée. Moi, j'étais obsolète. Je regardais les images en silence. Camille riait face à la caméra comme le jour de notre mariage, portant une robe de soie flottante au vent et toujours notre alliance à son doigt. Et Charles Montreuil, ce salaud suffisant, avait son bras autour d'elle comme si je n'avais jamais existé. La légende affichée disait « Notre couple de luxe préféré à bord du paradis méditerranéen ». J'augmentais le volume. Ils étaient interviewés. Elle donna son prénom seulement. Camille. Pas de nom de famille. Maligne. Charles affirmait qu'ils célébraient un nouveau chapitre de leur vie, qu'ils avaient mérité cette belle existence grâce à de bons investissements. Je restais bouche sèche, cœur glacé. C'était ma femme à la télévision nationale, prétendant que je n'existais pas. Je me connectais au site de la compagnie de croisière. Les suites n'étaient pas données. Minimum 10 000 €. Mon estomac se serra. J'ouvris notre compte de carte de crédit commune. Je fis défiler des dizaines de dépenses banales. Essence, courses, factures. Puis je tombais dessus. Croisière paradis méditerranéen. 9 142,60 €, débité il y a 5 jours. Accepté. Je fixais le chiffre. Presque 10 000 € pour des couchers de soleil au champagne et des robes de soie, payés par celui qui mangeait des biscuits secs dans un lit d'hôpital. Je ris. Pas un rire franc, un rire étouffé, coincé entre mes dents serrées. Voilà donc pourquoi je travaillais 60 heures par semaine. Plus je creusais, pire c'était. Vol pour Nice et Monaco, forfait spa, facture de boutiques de luxe. J'appelais la banque, vérifiais chaque transaction. Elles étaient toutes réelles, chaque foutue dépense. J'ouvris notre application de budget que j'avais créée pour impliquer Camille. Elle n'y avait pas jeté un œil depuis des mois. Rien d'étonnant. Puis j'accédais à notre Dropbox partagé. Des reçus, des factures, rien de suspect, jusqu'à un dossier intitulé Consulting Montreuil Group. Je cliquais. 500 € payés depuis mon compte professionnel. Je n'avais même pas conscience d'avoir le moindre lien avec Montreuil Group. Et pourtant, apparemment, je les finançais aussi. Je fixais la facture. Consulting pourquoi? Alors j'appelais Julien Martin, mon ami d'université, aujourd'hui expert en cybersécurité. Il décrocha aussitôt. « Mec, ça va? J'ai vu ton nom passer dans un registre patient. » Je lui racontais tout. Camille, la croisière, les dépenses, il siffla. « Tu veux que je fouille? » « Oui, répondis-je. Découvre tout ce que tu peux sur Charles Montreuil et ce que ma femme a fabriqué derrière mon dos. » Julien n'a pas posé de questions. Il connaissait le ton de ma voix, le ton silencieux, celui que l'on n'entend que lorsque qu'un homme cesse d'espérer et commence à planifier. Pendant que Julien travaillait, je commençais à fouiller dans notre passé. Factures de téléphone, historiques de voyage, agenda partagé. Camille mentait depuis des mois. C'était évident. Mais ce qui m'effrayait, ce n'était pas l'infidélité. C'était l'organisation avec laquelle elle l'avait dissimulé. Les dates, les reçus, les faux prétextes. Rien de spontané. Tout était structuré, intentionnel. Puis je me suis souvenu. Le mois dernier, elle m'avait demandé mes identifiants fiscaux. Elle disait que son comptable en avait besoin pour regrouper des déductions. J'avais donné sans réfléchir. Je lui faisais confiance. Je lui avais donné accès à tout. À présent, je n'étais même plus sûr de ce qui m'appartenait encore. À 23h13, Julien me rappela.
Étienne, tu ne vas pas aimer ça, je me raidis. Montreuil Group est une coquille vide, pas de véritable société enregistrée. L'adresse indiquée, un espace de coworking à Paris fermé depuis 6 mois. Et le site, un WordPress enregistré sous une adresse mail jetable. Il marqua une pause. Et Charles? Son vrai nom n'est même pas Charles. Il est lié à 3 sociétés écrans basées au Luxembourg. L'une est déjà sous enquête pour fraude. Je restais silencieux. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était de la fraude, du blanchiment d'argent. « Et Camille ?» demandai-je. Un autre silence. Elle est mentionnée comme conseillère dans 2 de ces sociétés. Le mot conseillère m'a frappé comme un coup de poing. Elle n'était pas une spectatrice. Elle faisait partie du système. Non seulement elle couchait avec cet homme, mais elle l'aidait à bâtir ses mensonges, à voler. Pas seulement moi, mais d'autres aussi. La croisière n'était pas un caprice. C'était une récompense pour des mois de manipulation, pour une trahison emballée dans des tableurs et des baisers. Soudain, chaque mensonge prenait sens. Les nuits tardives, les dîners de clients inventés, le sexe de réconciliation qui sonnait faux. Camille ne m'avait pas seulement trompé, elle m'avait utilisé. Mes comptes, mon crédit, mon silence. Mais ce silence prenait fin maintenant. J'appelais Maître Élodie Dupont, mon ancienne avocate. Nous n'avions pas parlé depuis des années, depuis qu'elle avait géré mes contrats professionnels à une époque où je pensais que mes plus gros problèmes étaient des factures en retard. Elle décrocha à la 2e sonnerie. « Étienne? »« Oui. »« Que se passe-t-il? » »« J'ai besoin de savoir ce qu'il faut pour me protéger, financièrement, légalement. » Elle ne posa aucune question. Elle répondit simplement. « Passez à mon cabinet demain matin, à la 1re heure. Apportez tout. » Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restais assis à la table de la cuisine, entouré de dossiers imprimés. Mon nom, son nom et une longue traînée de documents menant droit dans l'enfer. Ce n'était plus un divorce, c'était une guerre. Cette nuit-là, je fis ma valise. Pas parce que je partais, mais parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Camille n'avait toujours pas appelé, toujours pas écrit. Peut-être trop occupé à être adoré sur un pont ensoleillé, levant son verre acheté avec mes heures, ma santé. Je regardais autour de moi. Chaque pièce contenait des souvenirs et des mensonges. Les verres à vin jamais utilisés, les coussins que je n'avais pas choisis, la photo de mariage qu'elle n'avait pas encore enlevée. Je la pris, contemplais nos sourires, me demandais quelle partie avait été réelle. Je n'eus pas de réponse. À 6h07, je sortis de la maison. Pas de mots, pas d'explication. Qu'elle se demande. Je roulais vers le cabinet de Maître Dupont en silence. Pas de musique, pas de radio. Juste le bourdonnement d'un homme qui avait enfin cessé de se taire. Elle m'attendait dans la salle de conférence avec un café et un bloc-notes. « Parlez », dit-elle. Alors je parlais, de la croisière, des factures, des découvertes de Julien. Elle écouta sans ciller. Quand j'eus fini, elle hocha la tête. « Nous pouvons porter ça devant le tribunal, mais si vous êtes prête à patienter, nous pouvons aller plus loin. »« Jusqu'où, Sach ?» demandai-je. Elle sourit. « Jusqu'au niveau fédéral. » Alors, j'ai pris mon téléphone, composé son numéro, regardé son visage s'illuminer encore une fois sur ce reportage télé rediffusé de la croisière. Elle a décroché immédiatement. « Salut mon amour, j'étais justement sur le point de t'appeler. Comment tu te sens? » J'ai gardé ma voix calme. « Mieux, tu travailles aujourd'hui? »« Oui, à TCT. » sans hésiter. « Au bureau, c'est le chaos total. Je risque de rester tard. » Je levai les yeux vers l'écran. Camille, dans une paillote en bord de plage à Marseille, portant des lunettes de soleil, riant à une blague que je n'entendrai jamais. « En réunion? » demandai-je. « Enchaîné, » répondit-elle. « Je suis débordé. » Je fixai le téléphone. « D'accord, prends ton temps, » dis-je simplement. J'ai raccroché. Voilà tout. Pas de cri, pas d'accusation, juste une confirmation. Elle était partie. Et désormais, ma patience l'était aussi. Je suis resté avec cet appel pendant 1 minute entière, rejouant chaque mot, chaque syllabe fausse. Elle mentait comme elle respirait, comme si la vérité était une option, comme si je ne valais même pas l'effort de se rappeler où elle prétendait être. C'est là que j'ai su que je ne pourrais pas réparer ça. Il n'y avait aucune version de cette histoire où l'on parlerait pour arranger les choses. Aucun conseil conjugal, aucune clôture. Ce n'était pas une histoire de communication. C'était de la trahison à l'état pur. Et j'avais trop attendu, trop espéré, trop prié pour que tout ait un sens. Maintenant,
Il était temps pour autre chose. Il était temps d'agir. Camille m'a exposé le plan. Étape 1. Isoler mes comptes, protéger mes actifs professionnels, sécuriser tout ce qui m'appartenait légalement. Étape 2. Tracer les comportements financiers, monter le dossier discrètement. Étape 3. Préparer l'exposition. Parce que si Camille était liée à Thomas et que Thomas était un escroc, ce n'était pas seulement un divorce, c'était une affaire criminelle. Nous aurions besoin de documents. Nous aurions besoin d'une stratégie. Et surtout, nous aurions besoin de timing. Ne la confronte pas, m'avertit Camille. Pourquoi? Parce que lorsque les gens pensent avoir gagné, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent négligents. Ce même jour, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire uniquement à mon nom. J'y ai fait transférer mes salaires, suspendu tout accès commun, changé chaque mot de passe que je connaissais, banque, facture, stockage en ligne. J'ai redirigé tout mon courrier vers une boîte postale. J'ai même acheté un nouveau téléphone, un qu'elle ne connaîtrait jamais. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la protection. Chaque empreinte numérique effacée, chaque lien financier coupé. Je ne fuyais pas, je me préparais. Parce que Camille et ses complices avaient planifié en silence depuis des mois. À présent, c'était mon tour. Et je ne joue pas fort, je joue précis. Marc m'a envoyé un dossier intitulé « Vérité ». À l'intérieur, capture d'écran, facture, organigramme de sociétés écran et un tableau Excel nommé Prévision de retrait T2. Son nom apparaissait comme bénéficiaire à 20%. Ça m'a donné la nausée. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'elle bâtissait tout cela depuis longtemps sans que je le sache. J'ai tout transmis à Camille. Elle m'a rappelé dans l'heure. C'est suffisant pour une mise en examen, dit-elle, et peut-être plus. Tu veux dire prison? Ai-je demandé. Ça dépend de sa gourmandise, répondit-elle. Mais Étienne, c'est énorme. Tu dois avancer prudemment. Je l'étais déjà. Ce soir-là, je me suis connecté une dernière fois à notre compte commun. Il avait été vidé lentement, méthodiquement. Pas d'un seul coup, mais au fil des semaines, des mois. De petites comme cartes cadeaux, faux frais de travail, dons fictifs, transferts en crypto, 300 € par-ci, 2000 € par-là. Si subtil que je ne l'avais pas remarqué. Mais le total, près de 40 000 € envolés. Camille avait saigné le compte à blanc. Pas d'un coup, mais en incisions si fines que je ne les avais pas senties jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Maintenant, je les ressentais toutes. Et je n'étais pas seulement brisé, j'étais réveillé. Le lendemain matin, j'ai appelé mon service RH, fait basculer mon salaire, annulé les cartes de crédit communes, ouvert de nouvelles, gelé chaque compte où son nom apparaissait encore. Alors, j'ai appelé la banque hypothécaire et fait suspendre le prélèvement automatique. Chaque pierre sous laquelle elle pensait pouvoir se cacher, je l'ai soulevée. Chaque robinet qu'elle croyait éternellement ouvert, je l'ai fermé. Je ne cherchais pas à la blesser. Je ne faisais que reprendre ce qui m'appartenait, morceau par morceau. Parce que l'amour peut aveugler, mais la trahison, elle, donne une vision parfaite. J'ai commencé à rassembler des preuves, anciens mails, captures d'écran, relevés de transactions, photos, publications sur les réseaux sociaux géolocalisés dans des lieux dont elle ne m'avait jamais parlé. J'ai même consulté les enregistrements de la sonnette connectée qu'elle avait oubliée. Les dates et les heures ne mentent pas. Elle, oui. Tout ce qu'elle croyait dissimuler, je l'ai exhumé. Pièce après pièce, mensonge après mensonge. C'était méthodique, douloureux, mais nécessaire, parce que la vérité n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle attend simplement dans le silence qu'on ait le courage de l'affronter. Élodie Dupont, mon avocate, eut une dernière suggestion. Engager un détective privé. Elle me donna un nom, Samantha Ellis, ancienne policière devenue indépendante. Experte pour rester invisible, encore meilleure pour dénicher ce que d'autres cachent. Je rencontrai Sam dans un petit bistrot routier près d'Élodie Dupont-Nan. Elle m'écouta raconter l'histoire, posément, sans que ma voix ne tremble. Quand j'eus terminé, elle se renversa dans son siège et dit « Ta femme n'est pas stupide, mais elle est arrogante. Elle pense être intouchable, répondis-je. Sam acquiesça. Et c'est là que les gens font des erreurs. Je lui tendis d'un dossier. Je veux tout. Où ils vont, qui ils rencontrent, comment ils bougent. Elle tapota le dossier. Tu l'auras. En rentrant chez moi, je ne ressentis rien. Ni tristesse, ni colère. Seulement de la clarté. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une reconquête. De moi-même, de mon argent, de mon temps, de ma dignité. Camille pouvait continuer à faire semblant sur des yachts, sourire pour les caméras, trinquer avec des escrocs. Mais j'avais une certitude qu'elle ignorait.
je n'étais pas brisé, seulement silencieux. Et les hommes silencieux n'explosent pas. Ils exécutent. Une semaine après avoir engagé Sam, je reçus un message. Vérifie ta boîte mail. Mot de passe. Guerre est prête. À l'intérieur, des dizaines de fichiers. Photos de Camille et Charles rencontrant des clients. Images d'eux entrant dans des immeubles sans enseigne. Documents extraits de bases de données piratées. Mais le plus accablant, des transferts bancaires. Des virements entre sociétés écrans. Chacun lié soit au visage de Charles, soit au nom de Camille. Pas une fois, pas deux, mais plus de 20. 2 000 €, 9 000 €, 14 500 € en honoraires de conseil. Toujours maquillé en transactions légitimes. Jusqu'à ce qu'on regarde où l'argent terminait. Toujours dans une fausse CRL. Toujours relié à un compte personnel. Et devine quel compte apparaissait plusieurs fois. Celui de Camille. Sam m'appela ce soir-là. J'ai déjà vu des arnaques, mais celle-ci est rusée, discrète. Ils la maintiennent assez petite pour ne pas déclencher d'alerte. Et maintenant, demandai-je. Maintenant, ils s'enhardissent. Des virements grossissent, plus risqués. Ce n'est plus de la survie, c'est de l'ego. Elle marqua une pause. Et Étienne, ton nom apparaît aussi. Mon estomac se noie. Où? Sur 2 factures, comme investisseur. Elle me les envoya. Et là, noir sur blanc, j'étais mentionné comme actionnaire minoritaire de Zenith Lane Holdings. Un nom que je n'avais jamais entendu. Pourtant, ma signature numérique y figurait. Faussé, on m'avait lié à un crime. Le pire, ils avaient utilisé le numéro fiscal de mon entreprise. Ce code, enfoui dans des contrats et des archives, se retrouvait désormais sur des documents pouvant me mener droit en prison. Je fis les 100 pas dans mon salon, poings serrés. Ce n'était pas un accident. Camille avait eu accès. Elle connaissait mes identifiants, mes habitudes. Depuis des années, elle m'observait, en silence, récoltant chaque donnée dont elle avait besoin pour bâtir ce château de cartes. Et maintenant, je tenais la carte du bas pendant qu'elle portait des toasts au dernier étage. Mais pas pour longtemps, car au moment où l'on entraîne un homme honnête dans un mensonge, on le rend dangereux. Laurence était furieuse. Ils ont falsifié ta signature. Ils ont utilisé ta licence professionnelle. C'est une fraude au niveau criminel. Elle n'exagérait pas. Elle parlait en avocate. La brigade financière s'y intéressera forcément, surtout si des virements transfrontaliers sont impliqués. Je hochai la tête. Je veux que tout soit documenté. Chaque transfert, chaque nom. Étienne, fit-elle en me regardant droit dans les yeux, ça va devenir très laid. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Je n'hésitais pas une seconde. Elle m'a rendu complice. Je n'ai pas choisi ça, mais je choisis comment ça se termine. Et ce sera à mes conditions. La semaine suivante, je travaillais en silence. Au bureau, j'étais calme, efficace. Personne ne savait que je construisais un dossier judiciaire entre 2 réunions. À la maison, je faisais semblant que tout allait bien. Camille n'était toujours pas rentrée, soi-disant en retraite spirituelle avec Camille et Vanessa. Bien sûr, je vérifiais le traceur que Samira avait placé sur son téléphone. Un jour, elle était à Nice, le lendemain à Monaco, toujours près de Charles. Il ne se cachait même plus, persuadé que je ne regardais pas. Mais moi, je regardais, et ce qu'ils ignoraient, c'est ce que j'enregistrais tout. Une nuit, je reçus une notification. La carte bancaire de Camille, encore sous ma surveillance, venait d'être utilisée pour acheter un nouveau téléphone. J'en consultais l'adresse. Un appartement à Beaulieu au nom de Charles. Samira confirma, ils ont emménagé ensemble. Ils utilisent un seul lieu comme planque, sûrement pour préparer la prochaine phase de l'arnaque. La prochaine phase, ils avaient déjà vidé nos comptes et bâtissaient désormais une nouvelle toile ensemble. Mon nom restait suspendu dans leur ombre, mais je n'avais plus peur. Je documentais, je préparais, car ce n'était plus de la vengeance. C'était de l'exposition. Samira continua à creuser. Elle trouva des comptes offshore, plusieurs alias liés à Charles, des portefeuilles numériques au nom de Camille. L'un attira l'attention. Jaywalker 78, un cold wallet crypto avec près de 102 000 € non déclarés. Samira me regarda à travers l'écran. Elle blanchit de l'argent. Ce n'est pas seulement de l'adultère, Étienne. C'est une entreprise criminelle. Je mis du temps à l'intégrer. Puis peu à peu, la vérité me frappa. Camille n'était pas la victime d'un escroc habile. Elle était de l'escroquerie. Peut-être pas au début, mais elle avait choisi ça. Elle l'avait choisi lui. Elle avait choisi cette vie contre moi. Et moi, maintenant, je choisissais la justice. Laurence contacta une relation dans la brigade financière. Nous ne lui montrâmes pas tout. Pas encore, juste assez pour éveiller l'intérêt.
De quoi faire tourner lentement le requin autour de nous. Le but n'était pas de provoquer la panique, c'était de laisser Camille continuer sa danse jusqu'à ce que la musique s'arrête à nos conditions. Laurence le formula parfaitement, ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'effet de levier. Alors nous avons attendu, tout archivé, construit des frises chronologiques, imprimé des captures d'écran, conservé chaque fausse signature, chaque connexion frauduleuse. Nous ne bâtissions pas seulement un dossier, nous bâtissions la vérité, dans une forme que la loi pouvait transformer en arme. Puis vint le moment où tout devint concret. Une lettre du service des impôts. Une enquête déclenchée par des déclarations suspectes liées à mon entreprise. Mon cœur se serra. Les fausses déductions de Camille, les fausses factures de Charles, ils avaient enfin déclenché une alerte. J'appelais Laurence. « On n'a plus de temps. »« Je sais, » répondit-elle. « Il est temps d'agir. » Ce soir-là, je ne pleurais pas, je ne criais pas. J'ai simplement emballé chaque dossier, scotché les bords, écrit en gros « divulgation complète » et j'ai remis le tout entre les mains des agents fédéraux. En quittant le bureau, je ressentis quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pas parce que c'était fini, mais parce que j'avais enfin agi. Plus jamais de silence, plus d'espoir. Juste des faits, durs, froids, indéniables. J'avais joué leur jeu, souri au dîner, financé leurs illusions, et maintenant, c'était à mon tour de les regarder s'effondrer. Pièce par pièce, mensonge après mensonge. Pas par haine, mais par principe. Parce que lorsqu'on enterre un homme honnête sous les mensonges, il ne faut pas s'étonner qu'il en ressorte en brandissant des preuves. Le matin, après avoir remis le dossier aux autorités, j'appelais Élodie Dupont. Elle décrocha avant la deuxième sonnerie. « Dites-moi qu'on est prêt. »« Nous le sommes, » répondit-elle. « Mais j'ai besoin de vous à mon cabinet immédiatement. » J'y étais 30 minutes plus tard. Les bloc-notes avaient disparu, remplacés par des dossiers, des courriers officiels, des documents de tribunal. « Ce n'est plus seulement un divorce, » expliqua-t-elle. « C'est une affaire pénale, fraude fiscale, usurpation d'identité, fraude bancaire, blanchiment. » Elle fit glisser une feuille vers moi. Une ordonnance de protection, une injonction temporaire, un gel d'avoir en urgence. « Vous croyez vraiment qu'on peut gagner ?» demandai-je en parcourant le document. Son regard était calme, tranchant, implacable. « On n'est pas là pour gagner, Étienne, on est là pour en finir. » Lefebvre exposa son plan comme un stratège. Premier coup, une injonction financière d'urgence pour geler tous les comptes conjoints. « Elle ne s'y attendra pas, dit-elle. Elle croit encore que vous dormez dans cette histoire. » Deuxième coup, déposer plainte pour fraude civile, avec les factures signées, les documents des sociétés écrans, les preuves collectées par Camille. Troisième coup, demander la pleine propriété de mon entreprise. Sur la base des fausses déclarations fiscales, nous prouverions qu'elle avait mis en danger ma licence et ma réputation. Et le quatrième, demandai-je. Elle se pencha. Le quatrième, Étienne, c'est le silence. La laisser tomber dans le piège. Je hochai la tête. Partie commencée. Les papiers furent signés avant midi. L'équipe de Lefebvre agit vite. À 15h, le greffier avait apposé son tampon sur notre requête. À 16h30, j'étais de nouveau le seul propriétaire légal de toutes les entreprises qui comptaient. Tous les comptes bloqués, toutes les transactions suspendues. Camille ne le savait pas encore. Le gel prendrait effet dans la nuit. Et quand ce serait le cas, plus d'accès, plus de virements, plus de retraits en crypto-monnaie, plus d'échappées en jet privé. Je ne me contentais pas de la couper des ressources, je coupais la toile entière. Et quand on coupe une toile, on ne poursuit pas l'araignée, on attend qu'elle tombe. Ce soir-là, je rentrais comme si de rien n'était. Je fis des pâtes, regardais les infos, arrosais même son fichu ficus. Je savais qu'elle allait bientôt rentrer, sans doute persuadée de trouver un mari encore endormi, prêt à la serrer dans ses bras. Mais j'étais un autre homme, un homme avec un plan. Lefebvre avait déjà envoyé la requête officielle à l'adresse électronique de Camille. Dès que son téléphone capterait à nouveau le réseau français, elle verrait l'ordonnance tamponnée, irrévocable. Et là, elle comprendrait, elle n'avait pas gagné. Elle venait de se faire piéger et j'étais le plaignant. À 23h52, j'eus l'alerte. Camille venait d'atterrir à Nice. Camille observait. Elle avait l'air détendue, dit-elle. Des sacs de shopping à la main, des valises neuves, les mêmes vieux mensonges. Camille n'avait pas encore consulté ses mails, riait encore avec Marc en attendant leur voiture. « Laissez-lui sa dernière bonne soirée », m'écrivit Lefebvre.
Je souris, car demain ne serait pas bon. Demain, les appels des banques commenceraient, les lettres d'avocats arriveraient, les codes d'accès échoueraient, les avoirs seraient gelés, le fisc frapperait à la porte, et la vérité tomberait comme une pluie battante. Et cette fois, elle ne pourrait plus fuir. À 7h14, les premières alertes bancaires s'affichèrent. Compte joint bloqué, épargne gelée, crédit professionnel suspendu, identifiant réinitialisé. J'ouvris de nouveaux comptes, sécurisés, protégés par une double authentification. Chaque centime que je gagnerais désormais serait intouchable. Camille ne pourrait même plus payer un ticket de parking. Je lui avais retiré l'accès aux factures, aux abonnements de streaming, au stockage cloud, même au compte Spotify Famille. Pas par vengeance, mais pour envoyer un message clair. Tu ne brûles pas ma maison et tu ne choisis plus la musique. Elle avait atterri à Nice, persuadée de retrouver le monde qu'elle avait construit, celui où je restais silencieux, où je payais les factures sans poser de questions, où elle salissait et moi je nettoyais. Mais lorsqu'elle tenta de payer le brunch avec sa carte, celle-ci fut refusée. 2 fois. Thomas rit jaune, elle pas du tout. Puis les textos commencèrent à tomber. Camille. Chérie, la carte déconne? Camille. Je crois qu'il y a un souci avec le compte. Camille. Appelle-moi tout de suite, c'est urgent. Je ne répondis pas. Parfois, le silence est la réponse la plus violente. Assis dans mon bureau, je suivais le traceur de son téléphone. Elle errait entre l'appartement de Thomas et l'agence bancaire. À 10h12, elle tenta d'accéder à notre espace client commun. Refusé. À 10h15, elle appela le directeur d'agence. Il lui expliqua tout. Le gel des comptes, la motion judiciaire, la révocation de son autorité. Camille explosa. Selon Sarah, assise à la table voisine, elle criait, exigeait, répétait qu'elle ne comprenait pas. Mais elle savait. Oh oui, elle savait. Elle avait bâti un royaume de mensonges et elle le voyait s'effondrer brique après brique dorée. À midi, elle m'appela de nouveau, cette fois sans voix douce ni faux sucre. Camille, Marc, qu'est-ce qui se passe, bordel? Moi, calme et clair. Tu as falsifié ma signature. Tu as volé ma société. Tu m'as menti en face. Silence, juste le temps pour elle de comprendre que je savais tout. Camille. Chérie, non, Moi, tu ne vas pas t'en sortir avec un chéri. Un autre silence, puis le masque est tombé. Camille. Tu ne t'en tireras pas comme ça. J'ai presque ri. C'est déjà fait. Clic, j'ai bloqué son numéro. Le pouvoir ne rugit pas toujours. Parfois, il se contente de raccrocher le premier. Camille se présenta chez moi le soir même. Même talon, même arrogance. Mais cette fois, la clé ne fonctionnait plus. Elle tambourinait à la porte comme si l'endroit lui appartenait. Je n'ai pas répondu. Depuis la fenêtre de l'étage, je la regardais hurler, s'égosiller dans son téléphone, réaliser que tout avait changé. À l'intérieur, je buvais mon café. Calme, elle avait eu sa scène, son public, son drame. Mais maintenant, c'était mon tour. Et ce spectacle-là, il suivrait mes règles. 2 jours plus tard, je retrouvais Sarah Martin dans l'arrière-salle d'un café discret, loin des regards. Voix baisse. Elle est en panique, dit Sarah. Elle court entre les banques, appelle des avocats, a même tenté d'accéder à ton cloud. Elle ne s'arrêtera pas, répondis-je. Non, mais c'est une bonne chose, les désespérés commettent des erreurs. Elle fit glisser une petite clé USB sur la table. Qu'est-ce que c'est? Des enregistrements, audio, vidéo, horodatage. Elle parle à Thomas de transfer offshore, de vrais noms, de numéros de routage. Mes mains ne tremblaient pas. Je hochai seulement la tête. Elle creuse sa propre tombe, Mark, ajouta Sarah. Et nous lui donnons l'appel. Le soir même, Sarah m'envoya un plan. Nom de l'opération, trace écrite. Le concept était simple, créer l'illusion d'un accès. Laisser un dossier partagé ouvert, appâté de faux fichiers d'entreprise, de registres partiellement masqués, de réserves fictives de crypto-monnaies. Camille verrait, et si elle touchait, téléchargeait, transférait, elle laisserait une empreinte digitale numérique, date, heure, adresse IP. « Tu crois qu'elle mordra? » demandai-je. Sarah esquissa un sourire. Elle meurt de faim. Nous avons donc tout mis en place. Dossier nommé Expansion privée T4. Assez crédible pour l'attirer. Assez piégé pour la couler. Il ne restait plus qu'à attendre. Camille est mordi à l'hameçon. À 2h43 du matin, Sarah m'envoya un message. Elle avait accédé au dossier. À 2h47, elle l'avait téléchargé.
À 3h02, elle l'avait transféré à une nouvelle adresse mail, enregistrée sous l'alias C. Dubois 8. À 3h10, elle avait supprimé le dossier original. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque clic était répliqué. Chaque fichier ouvert horodaté, chaque téléchargement suivi. Nous avions tout. Sam m'a envoyé un message. Elle vient de commettre un vol numérique sur un serveur placé sous enquête fédérale. Et moi, pour la première fois depuis des semaines, je me suis rendormi. J'ai dormi toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Lindsay. Nous avons étalé les preuves. Copie imprimée, sauvegarde cryptée, horodatage numérique. C'est béton, dit-elle. Ce n'est pas seulement civil, c'est pénal. Et Camille? Ai-je demandé. Elle est tombée dedans toute seule. Lindsay sortit un dernier dossier, une requête pour passer de la médiation privée à une poursuite judiciaire complète. Je la dépose lundi, sauf si tu me dis le contraire. Je n'ai pas hésité. Dépose-la. Alors, Étienne, il est temps d'arrêter de nous défendre. Il est temps d'attaquer. Dans l'après-midi, un dernier message de Sam. Elle fait ses valises. Mark essaie de réserver des vols pour Nice. Je ne me suis pas affolé. Ils avaient attendu trop longtemps, déplacé trop d'argent, laissé trop de traces. Nous avions les journaux de transfert, l'historique des accès, la piste financière. Interpol n'hésiterait pas. Et pour Camille, le piège n'était pas à Nice. Il se trouvait déjà dans les fichiers qu'elle avait ouverts, les emails qu'elle avait envoyés, les lois qu'elle avait brisées en pensant que je dormais. Qu'elle s'enfuit. Certaines tempêtes ne te poursuivent pas. Elle est attendante au bout de la piste. À 6h12, la voix de Sam résonna sur mon téléphone jetable. Ils sont à l'aéroport Charles de Gaulle, 2 valises en soute, un bagage cabine chacun. Destination, Bâle, billets aller simples payés en liquide. Parfait. Je n'ai pas appelé Lindsay. Je n'ai pas appelé les autorités. Pas besoin. Elles attendaient déjà. Dès que Camille a scanné son passeport, une lumière rouge s'est allumée sur l'écran du policier aux frontières. 2 hommes en civil se sont avancés. Mark a tenté de jouer la confusion. Camille a feint l'indignation. En vain. On les a escortés hors de la file, dans une petite salle sans fenêtre. Sam me tenait informé en temps réel. Ils sont séparés. Mark transpire. Camille écrit. Je pouvais l'imaginer. Son ton tranchant, ses yeux fuyants, sa voix montant à chaque question sans réponse. Quelles sont les charges? Ai-je demandé. Fraude électronique, usurpation d'identité, fraude fiscale et, Sam marqua une pause dramatique, complot en vue de blanchiment d'argent. Ce dernier chef d'accusation était le coup de grâce, pas pour moi mais pour elle, parce que complot signifiait intention. Elle ne suivait pas simplement le mouvement, elle conduisait, et désormais, on venait de lui retirer les clés. Dans la matinée, les appels commencèrent. Numéros inconnus, messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Je savais que c'était elle. Peut-être en larmes, peut-être furieuse, peut-être m'offrant des promesses qu'elle croyait encore valables. Mais je n'avais pas besoin de les entendre, car dès qu'elle avait franchi les portes de l'aéroport, elle avait cessé d'être mon problème. Elle devenait un dossier, un numéro d'écrou, un nom en détention provisoire. Et moi, je n'étais plus son mari. J'étais le plaignant. À 11h04, Lindsay m'envoya un texto. Ils sont en rétention. Transfert en détention provisoire d'ici 14h. C'était tout. Pas de musique dramatique. Pas de grands discours. Juste une coupure nette, comme trancher une corde usée avant qu'elle ne t'entraîne dans le vide. Je me suis servi un café noir, me suis assis près de la fenêtre et j'ai observé le quartier s'éveiller. Quelque part dans la ville, Camille fixait des murs beiges. Pas de maquillage, pas de robe en soie, pas de marque. Seulement des formulaires, des questions et le poids de ses choix enfin rattrapés. Sam m'appela une dernière fois. C'est fini, ils ne sortiront pas de sitôt. Je l'ai remercié, refermé mon ordinateur et relâché un souffle que je retenais depuis des mois.